On va enchaîner maintenant avec un deuxième temps, qui est celui d'un temps d'échange pour aller aussi discuter de mais qu'est-ce que le rire? Mais avant d'aborder cet échange, voilà, voilà, super, on retrouve vous pouvez les suivre sur Instagram, etc. Avant de démarrer cet échange, je vous propose de vous dire quelques mots des fameuses. Je ne sais pas si... Alors je vais pas me prendre pour une stand-upeuse et je vais pas vous dire par applaudissement, mais peut-être en levant la main qui est déjà venu à une soirée des fameuses, ou à un événement des fameuses. Ok. Ah oui, donc on a quand même pas mal de nouveaux et de nouvelles. Eh ben bienvenue. Bienvenue dans notre format Culture Féministe. C'est la deuxième fois qu'on organise un format de ce type. Le dernier, enfin le premier, le précédent, était en novembre dernier. Culture Féministe, c'est quoi? C'est un événement où on mêle culture et savoir féministe. Nous, les fameuses, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association nantaise, on existe sur le territoire depuis 2012, mais on s'est structuré en association depuis 2022. Et notre mission, c'est de faire vivre et cultiver les savoirs féministes à Nantes et sur sa région. Comment on fait tout ça? On le fait en animant une communauté de gens comme vous, d'adhérents, d'adhérentes, de bénévoles, de personnes qui viennent nous voir à nos événements, qui est notre deuxième pilier d'animation. On organise des événements de plus ou moins grande taille. Et aussi, on a une newsletter. Je ne sais pas si vous êtes inscrit ou inscrite. On a une newsletter qui paraît à peu près toutes les 6 semaines et qui vise à mettre en visibilité ce qui se passe sur le territoire et d'y apporter un œil féministe toujours. Je vais demander d'ailleurs aux fameuses, aux administratrices des fameuses qui sont là aujourd'hui de se lever pour que vous puissiez les identifier et puis qu'on puisse les applaudir. Rendez-vous visible, mesdames. Voilà, vous levez la main, super. Je vais inviter aussi les personnes, les bénévoles et les personnes qui ont été impliquées dans l'organisation de cette soirée à se rendre également visibles. Vous manifestez d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Et je profite que vous soyez tous et toutes en train d'applaudir et tous et toutes là pour applaudir en particulier Marie, qui est coordinatrice des fameuses et qui a coordonné l'organisation de toute cette soirée, qui a été en lien avec tout le monde, avec le lieu, avec les intervenantes, etc. Je vais vous libérer si vous voulez. Merci encore, c'était vraiment super. Ouais, Elsa, oui, tu peux rester pas loin. Alors, choisir de faire notre deuxième édition de ce rendez-vous culture féministe sur le rire a été à la fois un choix évident et je dirais même vital. Et pour autant, je dois dire qu'il y a des jours, en préparant cette soirée, où je me disais vraiment, est-ce qu'on a vraiment envie d'organiser en ce moment une soirée sur le rire ? Surtout quand notre sujet à nous, c'est les minorisés de genre et les personnes dominées ici et ailleurs. Bon, il y a des jours où on n'a pas forcément envie de rire, et pour autant, si justement, c'est sans doute l'idée. Et avant d'inviter les personnes à me rejoindre, j'avais envie de moi aussi faire ma petite blague pour illustrer un peu le propos. Je sens que vous riez beaucoup moins. Moi, j'ai fait ma féministe de base ce soir. J'ai cassé l'ambiance de la soirée. Ah ah, ah ah. Mais en fait, j'avais envie de vous demander, mais est-ce que ça c'est drôle? Est-ce que c'est vraiment drôle? Est-ce qu'en fait, je suis pas en train de véhiculer un cliché? Ou alors, est-ce qu'en le disant, je le dénonce? Bah, je sais plus trop. Bref, je vais pas pouvoir répondre à cette question toute seule. Donc j'invite les intervenantes à rejoindre la table. J'invite notamment Olivia Gazalet, que je vois, à me rejoindre, Shirley Soignon et Elsa Salmon et Nora Mahour, que vous avez déjà pu apprécier sur scène. Merci à toutes les 4 de me rejoindre. On a des bouteilles d'eau ici, si besoin. Il y a des places attitrées. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Vous asseyez où vous voulez. Où on veut, très bien. On a perdu Nora, peut-être. Une pause s'imposait. Eh ben, pas de problème, si quelqu'un peut lui faire passer... Ah bah non, te voilà. Désolée, je t'ai coupé dans ta pause.
Merci à toutes les quatre d'être là. Quelques mots de présentation. Olivia Gazellet, vous êtes philosophe et l'autrice, et c'est notamment pour cet ouvrage qu'on vous a invité ce soir, l'autrice de Le paradoxe du rire, et si ce n'était pas drôle. Pas toujours drôle, tout à fait. Pardon. Paru aux éditions Segers en 2023 et disponible également chez Pocket, je précise. Merci d'être là. Merci à vous. Shirley Soignon, vous êtes comédienne et humoriste et on en parlera. Aujourd'hui, vous organisez aussi des ateliers d'écriture. Mais j'y reviendrai plus tard. Merci beaucoup d'être là. Elsa Nora, je ne sais pas s'il y a besoin de vous présenter, vous nous avez déjà tout dit. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais pouvoir dire que vous allez représenter celles qui ont précédé ce moment, mais en tout cas, vous êtes ici ce soir pour nous faire part aussi de l'expérience de humoriste de stand-up ici à Nantes. Donc merci beaucoup de prendre part à cette table ronde. On va avoir 2 temps de table ronde. Je vais essayer d'aller vite, donc peut-être que je vous ferai des signes à des moments pour dire qu'on a un peu de retard. Et parce que ce qu'on aime, c'est de laisser un peu de place au public aussi, à tous et toutes, pour que vous puissiez poser des questions. Donc n'hésitez pas à les préparer vers 21h10, 21h15, si je tiendrai mon timing. Je me tournerai vers vous pour vous proposer de poser des questions à ces 4 personnes qui ont accepté d'être là. Merci aux équipes d'API LSF encore, qui continuent d'interpréter tous nos propos. Merci beaucoup. Olivia, je me tourne vers vous en premier. Parce que c'est notamment à la lecture de votre livre que cette question, vous l'éclairez, en tout cas dans votre livre, et ça me semblait important de démarrer par ça. Finalement, d'où vient le rire et quelle est sa fonction ? Vaste question. Oui, vous avez 3 heures devant vous, rien que pour justement cette question. Bon, alors, d'abord, je préfère parler des rires. Il y a des rires qui peuvent avoir des significations, d'abord des manifestations très différentes, des significations différentes, des fonctions. On a des rires philosophiques, des rires de contestation, des rires de subversion, des rires de domination, des rires de sarcasme, des rires de haine, des rires de mépris. On a aussi des rires d'attendrissement, des rires de joie. Enfin, donc c'est un sujet absolument fascinant, le rire, parce qu'il se déploie dans beaucoup de directions. Alors maintenant, d'où vient le rire ? Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que c'est l'héritage du rire animal. C'est-à-dire qu'il a la même origine. Là, il y a une primatologue qui s'appelle Marina de Villaros qui a consacré toute sa vie de chercheuse à des recherches sur le rire animal. Et donc, on voit très bien que notre rire est issu de ce rire animal, notamment le rire de chatouille, qui est intéressant parce que, sans vouloir trop accaparer la parole avec des définitions et des distinctions, mais je ne peux pas m'en empêcher parce que c'est ce que fait la philosophie sans arrêt. Le rire de chatouille, ça permet de dire qu'en fait, de distinguer le comique et le rire, et on distinguera aussi certainement l'humour, parce qu'en fait, le comique, c'est la formulation d'un énoncé ou d'un contenu, qui soit un dessin, une plaisanterie, une phrase, une blague, une histoire drôle, etc., qui cherche à déclencher le rire. Donc le comique, c'est la cause du rire. Le rire, donc, c'est une réaction organique qui se manifeste de manière très corporelle, très physique. Mais les chatouilles ne sont pas du tout de l'ordre du comique. Et c'est pour ça que les animaux, ils se chatouillent entre eux. C'est un rire qui, d'ailleurs, a une fonction de socialisation et d'apprentissage. Quand on voit des singes qui rigolent, en général, c'est dans les jeux de bagarre. C'est souvent quand un plus vieux va se bagarrer ou chatouiller un plus jeune, il rit. Et le riz, c'est un signal d'inhibition de l'agressivité. Ça veut dire, comme diraient les enfants, c'est pour de faux. C'est une parodie d'agression. Je t'agresse pas vraiment. Et donc, les singes apprennent à se battre grâce au rire. Comme nous apprenons aussi dans nos jeux de société, en riant, on apprend l'art de la stratégie, l'art de la victoire, tout simplement. Et imaginez que dans les jeux de société, il n'y ait pas le rire, ce serait perçu comme beaucoup trop cruel. Vous allez au Monopoly, t'es sur mon hôtel rue de la Paix, et vas-y, paye. Si on riait pas, Je ris pas du tout au Monopoly, moi, personnellement. Je suis vraiment cette personne. Paye vite. Bon, mais je vous laisse la parole. Non, c'était juste le Monopoly, ça me tient à cœur. Mais c'est vrai, moi non plus, j'aime pas. C'est vraiment un jeu
pour apprendre à l'argent, ça. Ouais. C'est des faux billets, mais ça me... Mais les chatouilles chez les humains, c'est pareil aussi, du coup. Alors oui, souvent les chatouilles, vous remarquerez que c'est souvent un grand gars, ah, je vais te chatouiller, je vais t'attraper, comme quand on joue à chat aussi. Et le fait en fait, les parties qui sont les plus vulnérables aux chatouilles, ce sont les parties qui sont les plus vulnérables en cas d'agression dans le monde sauvage. Donc effectivement, la plante des pieds, les côtes, etc., les aisselles. Et effectivement, les chatouilles ont un rôle d'apprentissage chez les enfants. Et tous les rires d'enfants ont un rôle de socialisation, d'inclusion. Voilà, après, il y a plein d'autres aspects, mais vous m'avez demandé d'où ça vient. Voilà, j'ai répondu, voilà. Après, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'était important de distinguer déjà le rire, le comique et l'humour. C'est comme des cercles concentriques. Le rire, c'est un effet. Le comique, c'est une des causes. Ça n'est pas la seule, puisque les chatouilles aussi sont la cause du rire. Et enfin, l'humour, pour moi, c'est une certaine forme de comique, mais bien spécifique. Et en gros, pour moi, on peut rire de tout, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, à condition que ce soit de l'humour. Et donc, il faut bien distinguer l'humour d'autres formes de rire, par exemple, le sarcasme. Donc voilà. On y viendra, ouais, justement. Merci beaucoup. Notamment en organisant cette soirée, on a été un petit peu... On a un peu tordu le cou à un cliché, et là je me tourne vers vous, c'est un cliché qui est répandu, comme quoi les filles, elles seraient pas drôles. Alors, je pense que ce soir... Voilà, bon, ce soir, mais au-delà de ce soir, où finalement on a organisé une soirée en féministe, etc., et nous c'est notre rôle aux fameuses aussi de casser ces clichés-là, mais ils ont tous fait bien semblant. Ouais, c'est ça. Mais je me demandais... Toutes les trois, est-ce que ce cliché, vous y avez déjà été confrontés par le passé, encore aujourd'hui? Enfin voilà, comment vous l'observez, ce cliché? Oui, après je prends la parole pour les autres, mais oui, en tout cas, moi personnellement, mais je sais que c'est des échanges qu'on a beaucoup, effectivement, le stand-up, en tout cas même l'humour en général, c'était beaucoup plus la place des hommes, et on le voit de toute façon, il continue, beaucoup d'hommes, pas tous, attention, mais beaucoup effectivement à vouloir garder ça, à garder ce côté un peu patriarcat, les brocodes, un peu de ce truc de voilà, on se fait jouer entre nous, entre potes, entre mecs. Et effectivement, beaucoup de fois, surtout quand j'ai commencé, on me mettait dans une case d'une certaine autre humoriste en me disant oui, ok, si tu parles de ça, c'est bon, ça va passer, mais surtout attention, ne parle pas de sexe, ne sois pas vulgaire. Moi j'avais beaucoup de choses comme ça où il fallait que je fasse très très attention, et j'ai encore parfois, je sors de scène et certaines personnes viennent me voir en me disant c'était pas mal, hein, mais c'est un peu vulgaire quand même. Donc ça voilà, c'est dommage, t'es jolie. Même ça, c'est le pire truc qu'on peut me dire. En vrai, c'est très gentil de me dire ça, mais moi j'ai beaucoup de des fois, t'es jolie, hein, c'est dommage que tu dises autant de vulgarité. En fait, je dis pas de la vulgarité pour dire la vulgarité, je le fais pour servir un propos. Surtout, tu fais ce que tu veux, en fait. Ouais, voilà, et puis même moi, voilà, je fais ce que je veux. Puis... D'après les hommes, non. Et puis moi, ça me fait marrer, et puis ça fait marrer les autres, et ça fait passer des messages, et donc tant que je m'éclate, voilà quoi. Non, mais si moi, il y a une phrase qui me marque en Comedy Club, c'est quand un homme bide, donc ne fonctionne pas ou vous riez pas, l'autre humoriste va dire « Ah, cet artiste n'a pas fonctionné. Ah oui. » Et quand c'est nous, c'est « Ah, les femmes ne sont pas drôles. » Et ça, je l'ai beaucoup entendu et ça m'a beaucoup marqué à mes débuts de stand-up. Parce que pourquoi ne pas dire notre nom? Nora n'a pas fonctionné ce soir, plutôt que de mettre dans le global les femmes. Ouais, on devient responsable de toutes les femmes. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, faut être... avoir les épaules. Moi, j'ai pas eu ce problème parce qu'ils n'ont pas capté que j'étais meuf. Donc ça, c'est... Mais c'est cool, hein, ça me va. Hein. Et je suis non-binaire, donc c'est cool. Voilà. Mais c'est vrai. Non, mais par contre, c'est vrai qu'au tout démarrage, quand j'ai commencé le stand-up, je sentais quand je montais sur scène que pour le public, c'était rédhibitoire, quoi. Ça va casser l'ambiance, quoi. C'est une femme, quoi.
Elle va arriver avec son énergie, etc. Et puis il y avait aussi l'époque Jamel Comedy Club, donc elle va parler de banlieue. Ouais. Elle va parler de femmes et de banlieue, génial. Et c'était pas ça, donc c'était surprenant pour eux. Et donc moi, c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment ces problèmes-là, mais je les ai vus. Et je les ai vus plein de fois. Et j'ai encore entendu dernièrement, on m'a encore appelé pour un plateau. Je joue plus depuis 2 ans, mais on m'a appelé pour un plateau encore pour me dire ah bah il manque une fille. Je dis, bah je suis pas ton bouche-trou en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en général, j'ai tendance à dire non quand on me demande comme ça, de façon très maladroite. Mais oui, ça arrive par plein de biais qu'on sent qu'effectivement l'humour est encore masculin, en tout cas qu'ils aimeraient que ça reste masculin, parce que c'est aussi une façon de séduire les femmes, l'humour. Et donc quand on devient plus drôle qu'eux, ils sont perdus, quoi. Ouais. C'est vrai ? Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, ce qui est dommage, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on devienne un quota. Et ça, on le voit effectivement dans certaines scènes où j'en ai certainement, ils veulent bien faire et c'est super. Et il y en a d'autres, c'est bah tiens, il nous faut juste au moins une fille. En fait, vous savez, moi, j'en connais énormément ici à Nantes et on trouvait ce soir qui sont très drôles et pas qu'une. Là, rien que ce soir, il y en a 10 qui peuvent venir, quoi. Donc, il y en a. Et il y a un truc très important, positif à dire aujourd'hui, dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les femmes montent leur plateau, les queers montent leur plateau, il y a des plateaux afro, donc on n'a plus trop besoin d'être validé par ces personnes pour... D'ailleurs, ils galèrent à remplir leur plateau aujourd'hui. Ouais. Ils galèrent vraiment, hein, ils annulent souvent, etc. Là où nous, ça remplit tout le temps, donc c'est en train de changer. C'est en train de changer et je sens que... Peut-être faire l'avocat du diable, mais je sens que les hommes sont aussi avec nous dans ce projet-là. Il y a des programmateurs qui nous regardent et qui disent « Ah, ok, vous avez fait ça ». Et c'est cool de le voir aussi, de le ressentir en plus. Ok, merci. Peut-être on reviendra justement au cas spécifique comment ça se passe aujourd'hui sur les scènes de stand-up, en plus, qui est hyper prolifique. Mais avant, ce cliché, en fait, il vient pas de nulle part. Le rapport... des femmes et du rire, il est spécifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, en fait, ce partage sexuel du rire dont vous faites état, il a une très très vieille histoire. En fait, dans la civilisation occidentale, en tout cas pour ce que je connais, parce que les autres, je ne veux pas m'aventurer, mais le rire a toujours été une prérogative masculine, un privilège masculin. On le voit, ça commence dans l'Iliade, la morale chevaleresque, après médiévale, c'est tout, et puis au XIXe siècle, où il y a d'ailleurs même le simple fait que la blague, ça vient de la bague à tabac. La blague à tabac, qui était une espèce de petite bourse qu'avaient les hommes, qui était aussi un privilège masculin, le fait de fumer. Et en fait, il y a 3 raisons essentielles au fait que les femmes ne sont pas censées rire. Bien sûr qu'elles ont toujours ri, parce que on va distinguer rire et faire rire. Donc encore une fois, rire et puis émettre un énoncé comique ou un contenu comique. Et donc, pour ce qui est de rire, ça a été toujours, évidemment, les femmes ont toujours ri, mais ce qui n'était pas bien vu, c'était de le faire publiquement, et c'était mal perçu, mal jugé. Pourquoi ? Parce que, en fait, le rire, il offense 3 qualités qui sont essentialisées ou naturalisées comme féminines, c'est-à-dire attendues d'une femme. Et vous l'avez toutes les 3 dit. Et vous avez commencé, Elsa, par la beauté. La première qualité attendue d'une femme, c'est la beauté. Or, le rire, ça distord les traits du visage. Et autrefois, il ne faut pas oublier qu'on avait des dents très moches. Donc, en tout cas, si on voulait rire, il fallait surtout le faire bouche close et les yeux baissés. Pourquoi ? Parce que ça offense une deuxième qualité féminine qui est la bienséance. Donc une femme en société, elle est tenue à être réservée, discrète, pudique, à ne pas occuper trop de place dans l'espace. Or on sait que le rire, c'est sonore, c'est bruyant, c'est communicatif et c'est surtout organique. Il y a un espèce de côté trivial dans le rire, il y a ces sursauts, ces soubresauts du corps qui font penser à l'acte sexuel. Et c'est pas un hasard si l'Église s'est toujours méfiée du rire, a toujours considéré que le rire c'était le fait des prostituées, des diablesses, des folles et des sorcières, évidemment, le rire de la sorcière. Il y a quelque chose de maléfique dans le rire. Jésus n'a jamais ri. Les théologiens ne cessent de le répéter.
C'est toute la théologie qui s'est construite sur cette idée que Jésus n'avait jamais ri, mais en revanche, on s'était moqué de Jésus, moyennant quoi le rire est satanique, diabolique. Donc, une femme, évidemment, se doit d'être vertueuse. Le modèle, c'est Marie. Hein. Donc, et puis, ça vient offenser une troisième qualité féminine, qui est la vertu. La morale. Comme vous le savez, nous sommes gentils, nous ne nous moquons pas d'autrui, nous, on est bienveillantes, généreuses, douces. Et on l'a vu ce soir. Empathiques. Ouais, je sais En pas plus si d'être bien Olivia aimée. était là. Pendant le Exactement passage. Olivia, là, son train était un peu en retard, donc Un elle n'a peu pas en pu retard. profiter de toutes ces gentillesses. Mais je tiens à te dire que écoute, hein, j'ai bien cassé tous ces codes. Et je pense qu'en termes de valeur, bah là, s'il y a un hashtag MeToo qui sort du côté des femmes, je suis la première. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est une vraie révolution culturelle. Le fait ouais. que les femmes s'emparent et en plus deviennent sujet du rire, c'est-à-dire qu'elles font rire. Ça, c'est la transgression. C'est encore plus transgressif que de rire. C'est d'être soi-même l'autrice d'un contenu comique et surtout, malheureusement, j'ai raté, mais quand c'est obscène, ou l'obscénité, le cul, la scatologie, par principe, la femme, elle devrait normalement même pas comprendre la blague. Vous voyez ce que je veux dire? Personne Et n'a pourtant, compris c'est ce tellement soir. jouissif de la faire. Mais oui, bien sûr, parce que c'est ultra transgressif. C'est beaucoup plus transgressif pour nous, pour les femmes, de s'emparer de ces sujets-là, que pour les hommes qui le font depuis toujours. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que finalement, en riant et en allant jusqu'à faisant rire, faire rire, si je parle français, les femmes, finalement, bouleversent l'ordre établi. Est-ce que du coup, de fait, et là je me tourne peut-être vers vous quatre, mais en vous donnant la parole d'abord à vous trois, est-ce que de fait, du coup, quand on est une femme humoriste, est-ce qu'on est forcément féministe? Et comment vous... voilà, est-ce que le fait de transgresser, ce qu'on est en train de se dire, c'est déjà de fait de transgresser cette norme. Est-ce qu'il y a une voiture à gagner ou un truc comme ça d'abord? Savoir si je me concentre ou pas. Et on n'a que quelques minutes. Je vous laisse répondre. Non, vas-y, Charlet, à toi l'honneur. T'avais l'air bien parti, Charlie. Alors oui. Excellent choix. Ben, en fait, j'avais jamais vu comme ça, mais la façon dont ça a été tourné la question, en fait, qu'on le veuille ou non, oui. Parce qu'on fait cette action de faire rire et de prendre ce pouvoir, effectivement. Donc, oui, qu'on le soit dans sa vie ou pas, c'est un acte féministe de monter sur scène et de faire des blagues. Ouais. Les tourner comme ça, quoi. Mais toutes les femmes humoristes ne sont pas féministes, en l'occurrence, quand on discute en dehors de la scène. Et c'est ok, d'ailleurs. C'est ok. Ouais, c'est ma réponse. Qui est très bien. Non, après. Je commence par ça parce qu'il y a un truc où je suis pas 100% d'accord, où je pense que tout le monde est féministe. De certaine manière. Enfin, où tout le monde devrait l'être, en tout cas. Oui, voilà, c'est vraiment pas pareil. Hein. Il y a vraiment une conjugaison Voilà, qui change tout. Hein. C'est fou. Hein. Donc t'es d'accord au final. Je pense à plus ou moins certains niveaux, mais je pense qu'à partir du moment où tu es censé respecter la femme, même ne serait-ce que la femme, la fameuse, qui est là d'ailleurs. Ou en tout cas la personne qui t'a mis au monde. Pardon. Donc voilà, mais. T'as pas eu ma mère, toi, pour dire des conneries pareilles. Bah non, et d'ailleurs ça se voit. Si je peux plus me permettre. Waouh, c'est raciste ça. On est sur le féminisme aujourd'hui, ok, on va pas. Chaque combat à la fois. Ça sera demain pour les noirs. Ça sera demain. Je reste là. Enfin, peut-être qu'on est ça me ferait plaisir, mais. On t'écoute. Voilà, donc un combat par jour, c'est déjà pas mal. Mais non, mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, en soi, je pense que oui, on est là pour surprendre, pour s'approprier des sujets, etc. Donc on le fait effectivement malgré nous, par cette transgression. Mais après, effectivement, on n'aborde pas tous, ni toujours, ces sujets-là, tout simplement parce que parfois on en a un peu envie, parfois c'est pas ça qui nous fait rire. Oui, et je pense toujours nous mettre dans une case. Oui, on a plein d'autres choses à aborder. Et puis j'insiste, toutes les femmes sont pas féministes dans leur discours et vraiment se revendiquent non féministes, tu vois, des fois. Et chez les humoristes. Hein. Donc c'est une réalité aussi qu'il faut accepter, mais qui est évidemment, je suis d'accord, pas agréable. Ça me fait penser à Tania Dutel, juste ce qu'on raconte sur... Parce que justement, même entre nous, il y a des niveaux de féminisme. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit le deuxième spectacle avec Tania, son deuxième spectacle, et elle a beaucoup parlé de flatulence dedans et tout, de caca et tout. Et moi-même, je commence à dire, t'es sûr, le caca
Tu vois, elle parle beaucoup de pertes blanches, etc. Et donc, c'est hyper intéressant de voir qu'effectivement, oui, c'est important d'en parler, et oui, ça peut être très marrant. Et c'est vrai que je sens que mon éducation patriarcale qui m'a été donnée aussi, elle joue sur moi encore aujourd'hui. Parce que j'étais en mode, c'est chaud, je me parlais de ça, d'essayer de rabaisser le truc. Et en fait, oui, totalement. Il y a encore des choses qu'on doit décoincer chez nous, là où on laisserait des gars faire totalement. Mais quand même, dans ta bouche, ouais, j'ai eu ce truc-là, cet inconscient est venu à moi. Ouais. Donc on doit encore beaucoup déconstruire, et c'est en faisant qu'on déconstruit. Ouais, totalement, ouais. On parle entre nous maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que même nous, effectivement, on doit déconstruire beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Et en fait, encore plus en se disant que justement, on monte sur scène, donc du coup, on a cette chance de monter sur scène, on a cette chance d'avoir des gens qui nous écoutent, et du coup, effectivement, on passe aussi parfois des messages. Et après, du coup, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de faire passer? Est-ce que c'est réellement ce que je ressens au fin fond de mes tripes? On en discutait tout à l'heure à la masterclass, mais est-ce que c'est vraiment moi qui veux faire passer ça? Ou, moi, ça m'est arrivé au début, d'écrire effectivement pour le conventionnel, d'écrire parce que ça fait rire, ou d'écrire finalement parce que c'est ça qu'on m'a effectivement inculqué, implanté, et que je me suis dit, waouh, je peux pas me permettre de faire ça. Attends, ça se fait pas. Ça ne va pas avec mon éducation, avec la vie que j'ai, avec ce que je suis censée renvoyer. Là, du coup, on est en train d'aborder aussi le process de création, le process d'écriture. Shirley, vous organisez des ateliers d'écriture. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots et quel lien vous faites avec tout ça. Et j'aime bien, moi, cette idée aussi d'autocensure. Où elle est la censure? Oui, ça fait 6 ans que je monte des ateliers d'écriture, des formations. Vraiment, en fait, l'idée c'est plutôt de réunir des personnes effectivement qui en avaient à l'époque besoin d'être dans, parce qu'effectivement on avait très peu d'endroits. Moi, j'ai monté un comedy club dans cette idée-là qu'on puisse réunir toute communauté dans ces comedy clubs, qu'on se retrouve pas qu'avec des gars, qu'on soit la seule fille du plateau, etc. J'avais très envie de ça, aussi que les gens soient payés au cachet, qu'on commence à se professionnaliser, parce qu'il y a aussi le fait d'être, comment dire, j'ai oublié le mot, précaire. Précaire, c'est le mot. C'est ma vie en fait. C'est ça. C'est comment déjà? Ouais, il est tellement en moi que je ne le vois plus. Je prenne du recul. Ma propre vie. Précaire. Et donc il fallait tout ça. Et l'idée de transmettre, c'était surtout un partage d'expérience et d'être ensemble pour avancer dans l'écriture. Est-ce que je vois le lien avec tout ça? Oui. Pas directement là tout de suite, mais dans le processus, ce qu'on était en train de se dire, c'est, ce que disait Elsa, c'était sortir de l'autocensure, de déconstruire ce que potentiellement on a extrêmement bien appris sans le conscientiser. Du coup, dans le processus d'écriture, dans ces ateliers, comment ça se passe individuellement et puis collectivement, j'imagine, du coup? Moi, personnellement, en tout cas, je dis toujours aux personnes que peu importe ce qu'elles veulent raconter, que je sois d'accord ou pas avec, faut qu'elles aient au bout de leurs idées, mais surtout pourquoi elles veulent raconter ça. Donc, évidemment, moi, j'essaye vraiment d'emmener les gens à ne pas se censurer, parce qu'on le fait assez rapidement. Personnellement, moi-même, j'ai dû dans ma carrière ne pas me censurer alors que tout le monde m'en demandait de le faire. Je pense à 2012, au Manif pour tous. Mariage pour tous, et où je me dis, j'avais pas prévu de parler de mon intimité sur scène, mais là je crois que il est temps de parler de ça pour que les gens se disent. Enfin, j'avais commencé à faire de la télé, etc. Donc mon visage commençait à être connu. Et je disais, moi aussi je fais partie des gens que vous voulez éliminer là. Et donc je me rappelle à l'époque, j'avais un producteur, et je lui ai dit, je vais faire ces blagues-là, sur le fait que je suis noire, femme, lesbienne, etc., avec des locks. Vous le cherchez un peu. Hein. Voilà, exactement. Je lui ai dit, il manque que le fauteuil roulant, et c'était bon, quoi. Et donc il me dit à ce moment-là, et il me dit, non mais fais pas ces blagues, tu vas perdre ton public. Je lui dis, le public homophobe, tu veux dire? Tu vois? Donc ça m'a paru tellement illogique sa pensée que je me suis dit, en fait, je vais arrêter d'être produit par cette personne que j'adorais par ailleurs, et je vais monter ma propre boîte de production, et je vais dire ce que j'ai à dire, parce que je sens une urgence, je sens une colère en moi qui a besoin d'être exprimée, et personne ne peut me dire ce que j'ai à faire. Tellement, tu vois, que je l'ai tatoué free, tu vois, sur mon bras, de liberté de me la rappeler quand je me brosse les dents, là. Et non mais c'est vrai, c'est ce truc un peu de, il faut vraiment aller au bout, et donc il n'y a aucune censure à avoir, mais parfois on se rend compte que sans le vouloir, on est effectivement construit pour se censurer. Ouais. Mais ça vient inconsciemment. Mais personnellement, j'ai toujours écouté ce que j'avais à dire sur scène, j'ai toujours été au bout, et je me suis jamais censuré dans ce que j'avais raconté. On m'a censuré, mais moi je me suis jamais censuré. Pas merci. J'ai envie de poser plusieurs questions en même temps et ça partira dans différents sens, donc il va falloir que je fasse un choix. Peut-être, je vais d'abord faire un choix, je reviendrai après à mon autre question. Olivia, notamment, parce que dans le livre,
vous faites la différence entre humour et humiliation. Enfin, en tout cas, il y a ce sujet-là. L'humiliation étant une des armes de la censure, enfin, en tout cas, qui peut entraîner l'autocensure, en tout cas, la silenciation, l'invisibilisation, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de cette... Bon, d'abord, c'est la même racine. Humour, humain, humiliation, ça vient de humus, la terre. Donc oui, je pense que vous faites allusion à un passage dans lequel j'explique que... On parlait du rire moqueur, je crois. Oui, mais en fait, il y a plein de choses, enfin, il y a plein de pistes. Mais c'est vrai que j'ai dit qu'une des composantes pour moi de l'humour, enfin, en fait, la vraie question, c'est de savoir quand on a affaire à un énoncé et que ça nous vexe, que ça nous blesse, que voilà, c'est-à-dire que pour que le rire se déclenche, il faut plusieurs composantes. Il faut un effet de surprise, il faut un effet d'incongruité, comme on dit philosophiquement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un truc qui heurte, qui choque, qui soit bizarre. Il faut qu'on ait transgressé soit une norme, ça peut être une norme du langage, si on fait un jeu de mots, ça peut être une norme de comportement, comme le scato, c'est transgressé d'une norme de comportement, ça peut être une norme de genre, ça peut être bon. Pour autant qu'il y ait une transgression. Mais évidemment, certaines de ces transgressions ne sont pas anodines et parfois, pour que le rire se déclenche, il ne faut pas seulement la surprise et l'incongruité, il faut aussi l'innocuité. C'est-à-dire que si ça me fait mal ou si ça fait mal à une cible que j'estime vulnérable, c'est là que ça devient problématique. Donc en fait, toute la question, c'est de savoir jusqu'où on est capable de faire preuve d'autodérision. Donc moi, quand par exemple on se fait vanner, je sais pas, une vanne sexiste ou grossophobe, on dit c'est pas très, on répond c'est pas très drôle ta blague. Oh ça va, un peu d'humour. Bon, je sais pas, on l'a entendu 150 fois celle-là. Ah ça va, un peu d'humour. Bon, on vient de se faire prendre Alors moi je vais vous en raconter une parce que c'est ça qui m'a mis en chemin, je crois. C'est une très vieille blague. Ça remonte à ma terminale, donc vous voyez, ça fait un certain nombre d'années. Ne riez pas tant que ça. C'est désobligeant, Shirley. Ça fait très longtemps. Donc j'étais en terminale et donc comme beaucoup de filles de cet âge, j'étais obsédée par la nourriture et par la minceur. Et il se trouve que aux vacances de Noël, j'avais dû prendre 1 ou 2 kilos, voire 3-4. Et donc je reviens à la rentrée et là je rentre dans la classe et il y avait la grappe de beaux garçons là, les plus drôles, enfin voilà, le plus beau c'était aussi le plus drôle, pas de chance pour tout le monde d'ailleurs. Et je passe et il fait devant 4 garçons comme ça. Dis donc, elle t'a bien nourri mamie, on dirait que vous êtes 2 dans ton jean. C'est de la vanne, ça. Alors, donc, eux, ils sont morts de rire, mais morts de rire. Et moi, je me retourne, je lui dis, mais c'est pas drôle, j'étais presque en larmes. En plus, il avait raison. Donc, c'est ça. Donc, voilà, c'était sexiste et grossophobe. C'était horrible. C'était vraiment pas du tout de l'humour. C'était de l'humiliation, pour le coup. Et la différence, c'est que quand vous faites de l'humour, vous êtes dans le registre du non-sérieux. Vous ne visez pas vraiment à blesser, à dégrader, à mépriser, à humilier. C'est ça le pour de faux. Si c'est une copine qui, au retour, disons que t'aurais pas un peu forcé sur le chocolat et qu'on peut lui répondre, toi aussi tu t'es vu. Enfin, là, ça peut être de l'humour. Mais c'est toujours pareil, il y a un rapport de force. Quand c'est 4 mecs qui s'attaquent à une fille sur son point sensible, ce n'est pas du tout de l'humour. Donc là, on est dans l'humiliation. Alors après, j'ai peut-être manqué d'autodérision, d'humilité, justement, mais j'étais trop humiliée pour pouvoir faire preuve d'humilité. C'est en ce sens que, voilà, moi, je prends toujours la métaphore. Moi, j'ai une admiration sans borne pour les humoristes, que malheureusement, je vous ai loupé, c'est pas de ma faute, le train avait 45 minutes de retard. Bon. Pour moi, c'est vraiment un art, l'humour, c'est-à-dire vraiment, on peut tout dire à condition que ce soit de l'humour, et pour moi, l'humour est un art, et comme tous les arts, un artiste, il est comme sur une ligne de crête très très étroite. Il suffit d'un petit timing différent, d'un soupir, de pas grand-chose pour que la blague tombe à plat. Ça, vous devez en avoir fait la cruelle expérience. Ou pour qu'elle vexe. Oh, ça va. Donc... Moi, j'ai arrêté de toute façon, donc comme ça. Non,
mais c'est vrai que qu'est-ce qui se passe quand ça rit pas? C'est violent. Ouais. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la vanne n'a pas été comprise? Donc on disait tout à l'heure que c'était deux choses incongrues, qui n'avaient pas vocation à se rencontrer, un contraste, deux personnages radicalement différents, un truc inattendu. Alors quand on comprend pas, ça peut être à un niveau cognitif, c'est-à-dire j'ai pas compris le rapport entre les deux trucs, parce que pour que ce soit drôle, il faut que l'impertinence soit pertinente, ou il faut que l'incohérence soit cohérente. Si on dit complètement n'importe quoi, et que ça n'a aucun lien avec rien, c'est pas drôle non plus. Et quand on vexe, c'est pas drôle. Mais comment être sûr de pas vexer? Ça, c'est votre boulot, ça. C'est dur. En fait, c'est intéressant justement parce que ça me fait penser à toutes les blagues qu'on fait contre l'homophobie ou le racisme. On vexe beaucoup de racistes et d'homophobes. Mais il faut y aller, quoi. On n'a pas trop... veut, Charlène. Bien sûr, mais ils existent et ça reste des humains et ils sont aussi vexés par nos blagues. Donc, et ça reste de l'humour. Donc c'est une question de valeur aussi. C'est une question de... Ouais. Et on n'a pas 3 heures. Mais ouais. Mais c'est vrai que l'humiliation, enfin, à contrario, nous aussi, on peut le ressentir sur scène. Parce qu'il y a des différences de rire. Il y a des. Moi, quand j'ai commencé, en tant que femme, on m'a dit beaucoup, Nora, t'as des rires de compassion. Voilà. Après, on m'a aussi dit. On m'a souvent dit ça. Et c'est des rires de compassion. Il y a plusieurs rires. Et le rire humiliation, on peut l'avoir aussi du public parfois sur scène, je trouve. Ah, c'est eux qui se rient. Alors, pas vous aujourd'hui. Le public rit par pitié pour vous. C'est ce que les humoristes ont sous-entendu. Vous lui faites de la peine parce que c'est pas drôle. Par compassion, parce que t'es handicapé, voilà. C'est des jaloux, c'est des jaloux. Et l'humiliation, on peut, enfin, en tant qu'artiste, mais pas vous ce soir, hein, vraiment, vous êtes adorables, je vous aime, mais on peut le ressentir aussi du côté public. Ça nous est déjà arrivé de jouer devant des gens qui étaient complètement inattentifs à ce qu'on disait et qui nous manquaient de respect. Et nous, on ne doit pas le prendre personnellement non plus sur scène et continuer nos blagues pour 3, 4, 5 personnes qui nous écoutent, quoi. Mais c'est vrai que pour rejoindre ce qu'on disait, c'est que c'est toujours tendu. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est toi qui l'expliquais très bien, que c'est un élastique, l'humour, tu sais ce que tu disais, tu tends jusqu'à, faut savoir le bon moment où lâcher. Et c'est vrai que si je reprends moi j'ai fini sur un sketch sur le viol, et les premières fois où je l'ai joué, bah j'ai pas eu des rires, parce que je suis partie sur ce sujet-là, et je le savais, mais ça me touchait personnellement, parce que voilà, pour une histoire personnelle, etc. et tout, et donc je voulais faire ça, je savais que je voulais en parler, je ne savais pas encore comment. Et donc du coup, les premières fois, effectivement, c'était très waouh. Les gens ils disaient waouh, elle veut vraiment aller là-dessus. Je mettais tout le monde mal à l'aise. Hein, même pour toi, ça devait être. Et pour intense. moi, j'ai vécu des moments un peu Mais je me disais non, il faut que je le fasse. Et maintenant, j'ai des gens qui viennent me voir et des filles qui ont subi des choses qui viennent me voir. En disant, oh, j'ai ri et puis ça m'a fait un bien fou de rire de ça. J'ai senti que j'avais passé une étape et ça c'est incroyable. Et puis même des hommes aussi qui sont venus me voir à la fin en disant bah du coup là on est en train d'en parler, ça fait un débat, etc. et tout. C'est fou que cet article soit sorti dans la presse et que ça passe quand même, etc. et tout. Et du coup bah je trouve ça génial parce que c'est aussi ça, c'est le fait d'apporter certains sujets, de faire rire dessus, mais en même temps réfléchir et que ça ouvre le débat. Et je trouve que le rire permet ça. En tout cas le rire c'est un moyen de communication qui permet aussi de se dire oh là là on va pas être là, il faut pas qu'on en parle parce que c'est un sujet qu'il faut pas aborder, qui fait peur, qui fait mal. Alors autant en rire tous ensemble dans la bienveillance. Et du coup, tant mieux si ça ouvre quelque chose derrière, quoi. Ça vient souvent exorciser quelque chose. Donc là, il y a un côté émancipateur. On va s'emparer d'un sujet qui est douloureux. Et on va essayer de pas prendre de la distance, parce que c'est pas la question, c'est de le questionner. Et finalement, de faire avancer tout le monde dans une sorte... Là, vous créez aussi une empathie. Moi, je crois que le rire aussi, c'est quelque chose qui doit être inclusif. Et donc, quand vous parlez du viol, vous le faites certainement d'une manière inclusive. Et moi, ce que je trouve plutôt ne pas correspondre à l'humour, donc plutôt au sarcasme, c'est quand le rire est exclusif. Quand il dégrade, donc quand il cible une certaine catégorie de population ou de personnes. Et juste ça, et moi, en réfléchissant sur toutes ces questions, parce que ça m'a vraiment obsédée pendant 3 ans, le temps d'écrire ce livre,
c'est que ce dont je suis vraiment convaincue maintenant, c'est que on n'a pas tous la même résistance face à la plaisanterie, et on n'est pas tous aussi invulnérables à la moquerie. C'est-à-dire que je pense que c'est une affaire de pouvoir. Que quand on a du pouvoir, regardez Trump, il a du pouvoir, hein, bon, malheureusement. Je crois qu'il y a personne il y a pas autant de vannes sur personne au monde que sur lui. Est-ce que ça lui crée un préjudice concret? Absolument pas. Non, les puissants, ça ne leur fait rien et il faut continuer. Justement, au contraire, nous, on a besoin de se moquer d'eux parce que c'est une arme d'émancipation, une arme de subversion, que de les tourner à la dérision, de les désacraliser, de les rendre tout petits, de mettre un microscope sur leur petitesse et sur leur mesquinerie et sur leur violence. Et pas wow, Olivia, elle est chaude là. Mais elle le connaît vachement bien. C'est pas facile avec vous. Et je termine juste à l'inverse. Une population ou une catégorie de population ou une personne qui est déjà stigmatisée dans la société, on vient perpétuer le stigmate. Et là, je pense que juste, c'est un peu... Je garde encore la parole, mais je pense que c'est hyper important. C'est que je pense que c'est pas pareil de perpétuer des clichés, par exemple se moquer des Suisses ou des Belges. Honnêtement, qu'est-ce que ça est-ce que ça va des Arabes Non, justement. Justement. Quoi? Tu me fais peur, Olivia. Je pense que c'est pas du tout pareil de se moquer des Noirs et des Arabes et de se moquer des Suisses et des Belges. Parce que dans un sens, d'un côté, quand c'est les Belges et les Suisses ou les Canadiens avec leur accent, etc., on perpétue des clichés. Bon, les Suisses mangent de la raclette et du chocolat, ok. Est-ce que ça va leur empêcher d'accéder à un logement ou à un emploi au motif qu'ils sont suisses ou belges? Je ne crois pas. En revanche, là, on perpétue un cliché. En revanche, quand on fait des blagues sur les Arabes et les Noirs qui sont malhonnêtes et feignants, on perpétue un stigmate. Et là, on perpétue quelque chose qui provoque un préjudice concret, un tort réel. Et donc, on peut effectivement refuser. C'est tous les jours, c'est le quotidien des minorités racisées que d'être discriminées. C'est pas le cas des Suisses. J'ai pas l'impression, en tout cas. Donc c'est pour ça que je pense que l'humour, c'est jamais une affaire d'énoncer, c'est une affaire d'énonciation. Qui, quand, comment, pourquoi, qui est la cible. Et il y a des cibles qui sont plus ou moins vulnérables à la moquerie. Ouais. Merci. Peut-être, si c'est OK pour vous, je vais vous laisser peut-être réagir. Et après, même si j'ai plein d'autres questions à vous poser, je vais accepter que le public vous en pose. Très bien. Ça me fait tout de suite penser à cette histoire d'humiliation et de perpétuer l'humiliation, au fait que nous-mêmes, les humoristes, au débarrage, je pense au Jamel Comedy Club, à toute une époque où on s'est nous-mêmes humiliés pour être aimés des autres. Auto-humiliés pour être aimés des autres. Et ça fait encore un peu ça chez certaines femmes humoristes qui font un peu encore des choses comme ça pour faire plaisir, en pensant justement que c'est ce qu'on attend d'elles. Et ça, on l'a beaucoup fait. Et il y en a qui veulent pas s'arrêter d'ailleurs. Ils sont allés, ça marche, on a de l'argent, on fait là, chaud. Et donc il y a effectivement ce cliché se perpétue aussi par les communautés elles-mêmes qui cherchent à être aimées. Mais ça ça s'arrête avec nous, avec nos générations à nous. Ouais, moi, ça commence. Ça commence. Mais excuse-moi, j'en vois encore beaucoup qui le font. Hein. Ça commence, mais on essaye en tout cas de se dire non, on va pas taper sur nos d'origine, on va essayer de les défendre et de les mettre en valeur et de taper sur autre chose que nous parce qu'on l'a trop fait. Et il y a un humoriste que j'adore en ce moment qui le fait très bien, pour moi c'est Mustapha Al-Trassi. Il défend vraiment tout nous, quoi, en fait, il nous défend. Et c'est vrai que c'est ça moi dans l'écriture, dans le process de l'écriture, j'aimerais... C'est sûr qu'il vous défend vraiment? Ouais, quand même, moi je trouve... Il se défend, c'est sûr. Il se défend et il défend notre communauté. Ah ouais, ok, moi je le voyais pas comme... Ok. Moi je le vois comme ça. Après, après je suis pas de la commune. Hein. Je te fais confiance. Hein. On peut pas être partout, Charles. Je te fais confiance. Mais j'étais converti à l'islam, et ça, il faut le... Non, mais je trouve que c'est important que les artistes prennent conscience aussi qu'il faut défendre sur ceux où on a tapé. Voilà, maintenant je trouve que c'est à notre rôle, à nous, en termes de nouvelle génération, de le faire. C'est compliqué, hein, mais il faut le faire. Après, je mettrais une nuance et je dirais qu'il ne faut pas devenir plus con que le con. Et parfois, Mustapha Al-Trassi a une tendance quand même à jouer un jeu un peu dangereux. Et j'ai une personne qui est d'accord avec moi. Eh ben putain. Mais c'est vrai que
il a le courage de défendre certains clichés où certains humoristes y vont, et ça, je trouve ça dommage de le faire encore à notre époque. Ouais. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas fini. Oui. Vous allez, je vais vous inviter à vous partager 2 micros pour 4 pour pouvoir répondre aux questions du public. Ah bah. On propose de prendre une question de quelqu'un de minorité de genre. Et il est chauve. Tant qu'à être violent, allons-y. Ah, c'est papa. Ah, c'est papa. Machallah. Mais papa, il aura la possibilité de poser une question après. Allez, Bonjour. Salut. Ouais, je suis le papa de Nora. Et j'ai une question à poser à Olivia. Tu peux me dire pourquoi Nora est aussi marrante avec les autres et beaucoup moins avec moi? Elle est philosophe, elle est pas médium. Hein, ouais, T'es pas marrante avec papa? J'ai envie de lui demander à elle parce que je vous connais ni l'un ni l'autre. C'est sûr que si vous l'avez beaucoup tapé... J'ai préféré la bière. Non, pourquoi je suis dure avec papa? Parce que t'es dur aussi des fois avec moi. Il est très pointilleux sur les blagues par rapport au stand-up. Et à chaque fois, il me dit c'est de la merde ce que tu fais, Nono. Donc du coup, après, j'ai plus envie de te faire rigoler. Ouh. Je suis sûre que c'est pas vrai. J'abats le patriarcat en commençant par mon père. En général, c'est comme ça que ça commence. On est dans Ça commence aujourd'hui maintenant, c'est incroyable. C'est ça. Je suis sûre que c'est pas vrai, sinon je serais pas venue ce soir. Voilà, donc après, que vous répondre, à part que on passe notre vie à jouer des personnages et qu'on n'est pas le même personnage sur scène, avec ses amis, au boulot, avec son mari, on compose. Donc voilà, c'est... Je pense aussi que quand vous regardez des jeunes ou des ados qui sont en train de glousser, moi quand je rentre dans la chambre des ados, ça y est, ça s'arrête de rire, parce qu'ils ont leur petite connivence, hostile ou pas d'ailleurs aux parents, mais bon, ça leur appartient. Et voilà. Et c'est d'ailleurs pas toujours évident pour les parents d'essayer de faire genre on a le même humour, on rit des mêmes... Parfois on est complètement ringard parce qu'il y a aussi ce truc de laisse tomber, t'as pas la ref. Et si t'as pas la ref, bah tu comprends pas en fait. Hein. Donc moi j'ai pas toujours la ref, donc parfois j'ai 3 trains de retard, mais quoi, pourquoi c'est drôle? Et puis même si je trouve que c'est plus dur moi de faire rire ses proches. Enfin, en tout cas, ses parents, nous on le voit quand on monte sur scène, quand il y a des proches dans le public, c'est plus dur. Parce que comme tu l'as bien dit, ils te connaissent aussi autrement. Même si c'est toi, c'est une extension de toi sur scène, ben, parfois ils ont une vision de toi et une image de toi. Et donc du coup, alors que quelqu'un qui vient qui te connaît pas du tout, il est dans le public, il prend tout ce que tu as à lui donner. Voilà. Si tu fais des blagues de sexe devant ton père, ça doit le mettre mal à l'aise. Je sais pas, il adore lever la main à chaque fois que je fais des appels au sexe dans la salle. Donc, Ah, bon. il me montre de bons chemins. Non, mais c'est vrai que c'est plus dur de faire rire sa famille. Et en plus, le jugement, il reste plus longtemps. Parce que du coup, quand on essaye de faire une blague entre nous et qu'on sait qu'on a raté, il va s'en souvenir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Alors que vous, après, on vous revoit plus, quoi. Il y a ce truc. Ça vous a pas fait rire. Mais alors justement, à celles et ceux qui vont pas revoir Nora tout de suite, s'il y a d'autres questions. Ah oui, au fond. Je vois une main levée. Bonsoir. Moi, c'est pas vraiment une question. Je sais pas. J'ai fait une petite pause là. J'ai pris l'air. Je sais pas si ça a été dit ou pas. J'avais juste un truc à dire rapidement. C'est de faire des blagues sur le viol. C'est bien de mettre des trigger warnings pour les personnes concernées. Voilà. Merci. Bah oui, non, mais effectivement, bah,
j'en ai parlé, du coup, peut-être on n'était pas là. Ce que je disais, c'est qu'au début, ça a été compliqué les premières fois où j'ai voulu aborder ce sujet-là qui me tenait à cœur et qui était important pour moi. Et effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est hyper compliqué en humour d'aborder ça. Et en même temps, ce que je disais, c'est que pour moi, c'est important de pouvoir parler de ça, mais effectivement, c'est toujours la subtilité de réussir à faire en sorte que les gens s'en souviennent, dire que ça crée après, au moins en tout cas, le débat, la discussion, parce que pour moi, c'est des sujets qui sont très importants et qu'il ne faut pas taire, parce que malheureusement, en 2025, on subit encore beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on le voit que là, ce que je parlais de la personne qui, du coup, peine de courte durée, ça m'a complètement mis hors de moi. Et donc, effectivement, le moyen que j'ai trouvé aussi de m'exprimer, parce qu'il y avait d'autres choses avant, sur ce sujet-là, c'était via l'humour. Mais effectivement, c'est aussi ça qui est hyper complexe, c'est qu'à chaque fois que je le fais, c'est que je me dis, j'espère plutôt que ça va engager de la discussion, de la bienveillance et en tout cas de l'humour et créer des choses en tout cas bonnes chez les gens qui vont l'entendre plutôt qu'effectivement des choses mauvaises, mais c'est toujours hyper complexe, bien sûr. J'ai une question, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu de demander, est-ce qu'on peut mettre des trigger warnings, comment ça pourrait se faire? Alors, trigger warning, est-ce qu'on peut peut-être juste donner une rapide définition? Comment ça pourrait se faire? On n'a pas le temps, en fait. Je sais pas si tout le monde, c'est en anglais, et voilà, je sais pas si c'est l'idée de prévenir en avance qu'il pourrait y avoir des propos qui pourraient choquer, heurter, etc. C'est ce qu'on met parfois au début d'un film, qu'on pourrait trouver au début d'un bouquin, devant un film, j'arrive à capter, et quand t'es en sketch, comment on pourrait faire? Moi, je pense j'ai une grosse voix. Je pense de le dire même avant de commencer le sketch. Okay. En fait, juste de mettre la personne, par exemple, qui est concernée, qu'elle sache qu'à un moment dans le sketch, ça va arriver. Et que ça soit pas en mode comme ça, tu vois. Ok, mais c'est compliqué pour l'art. Oui, après ça... L'art est surprenant. Bah oui, et surtout ce sujet. On nous prévient pas, nous, quand ça nous arrive. Tu vois? Ouais. Il y a un vrai truc. Non, mais c'est une vraie question que je me pose. C'est une vraie question. C'est pas un refus, c'est plutôt un questionnement sur l'art. Comment tu fais pour laisser les gens être surpris par l'art comment? Les fameuses avaient mis un message, bien sûr. Bien sûr. En communication, je comprends. Sur un flyer ou machin, mais oui, nous, en tant qu'artistes, est-ce qu'on vient devenir des propres pop-up de nous-mêmes? Et puis le trigger warning pour toi, ça va être un autre trigger warning pour quelqu'un d'autre? On peut pas savoir. Trigger warning, les racistes. Je vais dire un truc sur les racistes, tu vois. J'exagère. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est une vraie question qui est pas facile pour nous, artistes d'art vivant. Mais oui, j'en doute pas du tout. Pas évident. C'est vraiment juste... c'est comme un spoiler. Ma petite graine là, comme ça. Ouais, je comprends. Ah, mais voilà. J'ai pas forcément de réponse solution. Ça, ouais, moi non plus. Mais... Je disais, Charlotte, tout à l'heure, que des fois, on a des blagues qui viennent sur le moment T. Et c'est vrai que c'est compliqué, on peut trouver la blague en vous regardant. Et c'est compliqué. Et elles ont été très drôles ce soir. Je sais pas comment vous devez l'interpréter. Non mais c'est vrai que du coup c'est compliqué d'annoncer quand on est sur scène et en processus de blague aussi en même temps dans notre cerveau. Enfin moi je sais pas faire. Ce que tu as dit, c'est vrai, c'est qu'effectivement, parfois, c'est encore un work in progress. Ce que disait Maureen au début, il y a des bébés blagues. Des fois, elles grandissent grâce à vous. Et c'est aussi justement grâce à vous qu'on arrive parfois à mettre le curseur, à se dire, ok, ça c'est bon, ça fait rire, ça fait réagir, mais ça fait réagir dans le bon sens. Ça, non, je l'ai mal exprimé. C'était pas le tout propos que je voulais avoir, donc il faut encore que je le retravaille. Parce qu'effectivement, ça ne fait pas rire, ça ne fait pas réfléchir et ça ne déclenche pas l'émotion que j'ai envie que ça déclenche. Et ça, effectivement, c'est... parce qu'on a la chance de monter sur scène régulièrement, parce qu'on a de la chance d'avoir un public pour ça. Et effectivement, on est toujours en tout cas en remise en question, et c'est pour ça que c'est hyper important aussi que vous donniez vos avis, même que ça soit des critiques justement constructives. Oui, bonsoir. Alors déjà, bien joué pour m'avoir fait rire, parce que j'ai pas beaucoup ri ce soir parce que j'ai un abcès dentaire. Donc du coup, c'était un petit challenge. Mais j'ai surtout une question en fait pour Olivia Gazalet, et puis même pour vous, mesdames. Alors, vexation, on est sur quel niveau? Humiliation. On est grave sororité. Aucun problème. Et Charlotte t'a dit que tu faisais plus de scène. Je sais pas pourquoi. Mais pourquoi? Mais t'es tellement drôle. Pourquoi tu fais plus de scène? On a encore 2 heures. Ouais. Ah non, mais parce que c'est quel Ça va boire un coup avec elle. Incroyable. Ouais, vraiment.
Parce que c'est super dur de, je trouve. On va peut-être juste écouter la question. Non, t'inquiète. C'est ça. Oui, Mais je veux dire, là, vous êtes toutes les trois en impro, c'est super dur en fait. Non, on a tout écrit en fait. Moi, ça va, j'ai pas besoin d'être drôle. Donc j'ai la partie facile. Mais c'est beaucoup plus difficile d'être drôle que d'être cohérent. Voilà. Moi, je veux juste être cohérente. C'est facile. Être cohérente. Allez-y, je vais faire une réponse cohérente. Eh bien, je voulais juste savoir Je si sais pas. Ah oui, vous faites des scènes de sensibilisation, justement, parce que je trouve que dans la scène nantaise, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'humoristes gars, mais on voit pas assez d'humoristes femmes, et c'est sous-représenté. Et du coup, je voulais savoir s'il y a une possibilité, enfin, avec votre roman ou autre, de permettre à des producteurs de spectacles ou autres, justement, de les rassurer, ou voilà, comme quoi les femmes font... C'est à moi qu'il fallait poser la question, je t'ai trompé de personne en plus. Elle ne traîne pas en comédie club, elle est philosophe. La question n'était pas pour moi. C'est pas un roman en plus. Oui, ok, merci. Ah, il m'a saoulé, c'est ton pote? Pour info, le livre est en vente à la librairie dehors, hein, si jamais il y avait des producteurs qui voulaient s'informer. Tu t'imagines avec son bouquin, tenez les producteurs. Bonjour, Jamel Debbouze, oui. C'est pas un témoin de Jéhovah, Non mais vraiment. Connaissez-vous le paradoxe du rire? Pardon, mais c'était trop tentant. Il y avait un toboggan, j'ai glissé. Mais en fait, j'ai presque... Ouais. Mais il y avait... J'ai répondu, t'inquiète pas, Olivia. C'est géré. J'ai presque envie de demander à plutôt Elsa et Nora presque de votre expérience, vous, du stand-up à Nantes. Shirley, elle voulait répondre, elle était jalouse. Alors vas-y, Shirley, on t'écoute. Bah, je lui ai répondu. Faut que je rajoute un truc. Non? Non, honnêtement, qu'est-ce que je peux faire pour promouvoir la scène nantaise? La scène féministe, enfin, d'humour féministe. Ouais. Alors là, à part épouser un producteur, je vois pas. Je suis productrice en fait. Je pense qu'avec Nora, on a une solution. On va tous les enfermer dans une salle. Et on va les faire rire. On va pas les faire rire, on les suce. C'est ça qu'on voulait entendre, hein? Voilà, la vérité sort de ma bouche. Toboggan. Chacun sa technique, on n'est pas là pour juger, ok? Et c'est ça qui est... C'est la sororité. On les suce avec le livre. En lisant. C'est très dur de lire la bouche pleine. Pardon. Je me rends compte que le projet marcherait pas. Bon, par contre, un tout petit peu plus sérieusement, en vrai, c'est dans tous les cas, je trouve que d'écrire sur le sujet, ça va nous aider d'une certaine façon, comme des séries qui peuvent sortir sur ça, comme toute action, comme la soirée de ce soir. Dans tous les cas, ça permet effectivement de mettre en avant les femmes, de mettre en avant l'humour, le fait que, ce que tu as très bien décrit tout à l'heure, le fait que les femmes aussi ont de l'humour, elles peuvent aborder tous les sujets. Et donc effectivement, même si je vois le sens de ce que tu proposais, même si c'est un peu compliqué, etc., de le faire, j'espère en tout cas que chaque personne qui liront ton livre, ça permettra de faire évoluer en tout cas les mentalités, en espérant qu'il y ait plein de producteurs qui tombent dessus. Voilà. Merci beaucoup. Au pire. Non, désolé, on n'a pas vraiment répondu. Ouais. Moi, j'ai envie de proposer aussi de dire, après c'est nos responsabilités à nous en tant que spectateurs, spectatrices, de décider là où on va et de se mobiliser plus particulièrement auprès des humoristes, voilà, qu'on a envie de voir plus, etc. Voilà, il faut remplir les salles de stand-up féminin. Voilà, il faut y aller. Allez voir les salles en disant j'aimerais que vous produisiez plus. Enfin, Exactement. Et non binaire. Et non binaire.
Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Enfin, pas pour le plateau, mais tu peux venir. Mais parce que effectivement, au lieu d'essayer d'éduquer des personnes, à leur essayer de les convaincre d'aller lire des livres, je pense qu'il faut juste faire d'autres choses et leur montrer l'exemple. Parce que parler c'est bien, mais faire c'est mieux. Ouais. Et Mathilde, ouais. Pour répondre un peu à la question, sur Nantes, on a mis en place des choses. Déjà, le Micro Comedy Club a mis en place au mois d'octobre un parcours, un tremplin, avec une classe mixte et une classe en mixité choisie, MINT, dont j'ai fait partie, tout comme quelques humoristes qui étaient aussi sur scène plus tôt. Et de cette expérience, on a créé un plateau, MINT, dans le bar féministe intersectionnel des Impertinentes, et où on se produit 2 fois par mois. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez voir du stand-up Mint, venez aux Impertinentes, la prochaine c'est samedi. Merci beaucoup. Oui. On va prendre 2 dernières questions. Peut-être, si c'est OK pour vous, vu qu'il est déjà 21h32, est-ce qu'on peut faire vous pouvez poser les 2 questions l'une à la suite de l'autre et comme ça, après, on fait une réponse groupée. Attention, la mienne est excellente. Ah. Bah vas-y, du coup, commence. Bon, moi j'ai une question qui est pas aussi fun que ce qui a été dit avant peut-être, mais en fait moi c'était plus une question de perspective un peu historique de l'humour et la question que je me posais c'était aujourd'hui le stand-up il devient de plus en plus accessible. Sur les réseaux sociaux on a quand même ce truc de beaucoup de gens qui font des choses pour faire rire, etc. etc. Et je me demandais est-ce que le rire prend plus de place dans notre société aujourd'hui par rapport à avant? Est-ce qu'on a plus le temps de rire? Est-ce que c'est juste que notre quotidien il nous demande vraiment de rire pour oublier? Voilà, en gros, un peu une question d'évolution et pourquoi j'ai l'impression quand même que ces dernières années, ça s'est vraiment accéléré cette place du rire partout, quoi. Merci beaucoup pour cette question. Je propose qu'on écoute la question suivante et comme ça après je donnerai la parole. Oui, bonsoir. Je voudrais rebondir sur votre amorce, Clémentine, du début. En fait, je me demandais, j'ai entendu en tout cas l'affirmation partagée que vous ne vous refusiez aucun thème. Et je me posais la question, quand on veut faire de l'humour un message, à quel moment ou bien y a-t-il des moments où ça peut être contre-productif, selon vous? Ouais. Et ben voilà. Et nous avons 3 minutes et non 3 heures. La question du copain derrière, je préférais. Ouais. La première question, alors on a toujours beaucoup ri dans les sociétés. C'est vrai que le phénomène des comédie clubs, c'est nouveau. Et ça correspond, je pense, à une angoisse grandissante dans la société, un mal-être grandissant. Et effectivement, on n'a pas encore dit, mais pourquoi on aime tant venir vous écouter, pourquoi on paye, hein, parce que vous avez une vie de merde, quoi. C'est parce que, en fait, c'est une jouissance de rire, et d'un simple point de vue chimique, on sécrète des hormones qui sont la sérotonine, la dopamine, les endorphines, donc les hormones du bien-être. Donc on va chimiquement mieux. Ce soir, vous irez mieux que ce matin ou que hier soir. Donc c'est chimique. Et c'est grâce à nous. Maintenant, voilà. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de citer une phrase de Philippe Gueluc, vous savez, l'auteur du Chat, qui dit notre passé est sinistre, notre présent est invivable. Heureusement que nous n'avons pas d'avenir. Voilà. Et bonne nuit. Bonne fin de civilisation, comme dit Guillaume Meurice. Non, oui, on a toujours beaucoup ri, mais là, en fait, juste un tout petit mot sur les stand-up, parce qu'elles oseront pas parler d'elles-mêmes comme ça, donc moi je peux le faire. Mais c'est vrai que le stand-up, ça crée et les gens sont de plus en plus friands de ça. D'abord, il y a un renouvellement. Faut pas oublier que il y a ce côté connexion émotionnelle forte, parce qu'en fait, la personne est tout près. Et comme on est tout le temps maintenant, on a un rapport au réel qui est médiatisé par les écrans, on est tout le temps derrière des fausses, des images virtuelles. En fait, là, on peut toucher. Moi, je peux la toucher. Donc il y a cette connexion. Je savais. Il y a cette connexion. J'adore la philo en plus. C'est ça. J'ai eu 19 au bac.
Il y a cette connexion émotionnelle très forte. Et ça correspond aussi à notre façon de zapper, de scroller. Parce que les comédie clubs, ça va vite. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, parce que si on vient d'écouter 2 heures, c'est... On rigole avec Charlet pendant 2 heures. Non, je suis sûre que tu peux faire marrer pendant 2 heures. Mais voilà, ça correspond à tout ça, mais je pense surtout que les gens ont besoin de se rassembler, de venir communier, et surtout ce besoin d'un anxiolytique puissant et jouissif, à la différence du Seresta qui est pas très... Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette question ou est-ce que vous avez plutôt des éléments sur la deuxième Moi, plutôt sur la deuxième. Ouais. Eh ben... Moi sur cette question, oui, effectivement, ça me fait penser au fait pourquoi j'ai arrêté. Ça en fait partie aussi du fait d'avoir beaucoup d'humoristes, qu'il se passe beaucoup de choses, que même les politiques deviennent drôles, tout devient marrant, les commentaires sur les réseaux sont marrants. Des fois je lis des commentaires, c'est plus marrant que l'humoriste en question. Et t'es là, waouh, c'est fou, tout le monde. Et voilà, donc j'avais besoin de prendre un recul personnellement sur ce métier qui devenait, parce que c'est effectivement c'est très jouissif et ça nous permet d'extérioriser des choses, mais ça peut aussi être le reflet d'une forme de nervosité, d'une cristallisation de problèmes qu'on ne veut pas régler autrement. C'est-à-dire qu'on a un truc comme ça, en tant qu'humoriste, souvent on a des problèmes dans la vie, puis on en parle sur scène, mais on les règle pas vraiment, qu'on cristallise les choses. Donc je commençais à avoir peur de ce... Effectivement, il y a plein de rires différents. Il y a le rire de joie, le rire gras, il y a plein de rires. Et j'entendais de plus en plus dans mon public des rires de nerfs, quoi. Et ça commençait vraiment à m'angoisser, quoi. On sent que les gens sont angoissés. Je me suis dit, peut-être que là, il faut qu'on aille tous en thérapie. Et après, on pourra rire ensemble encore de nouveau. En tout cas, les thérapies par le rire. Exactement, c'est ce que je fais aussi maintenant un peu avec des ciné-rencontres, où on passe par la rencontre, l'échange, la libération de la parole, libérer notre rapport à la vulnérabilité par le rire. Ouais, il y a le yoga du rire aussi qui est en pleine... Et le yoga du rire qui marche bien. Mais là, je parle de ma promo, en fait. Si ça marche très bien. Pas compris. Non, parce qu'elle faisait sa promo. Je fais le Grand Rex le 3 mars, j'essaie de glisser ça. Une grande thérapie. 3 mars. Enfin, moi, en tout cas, ça m'avait pensé à ça, oui, effectivement, dans l'humour. Oui, mais écoute, bon, voilà, mais. En tout cas, c'est ça que je voulais dire, quoi. À vous, les studios. Ok, on en reparle. Non, bah heureusement qu'on a de plus en plus besoin de rire, hein. Nous, ça nous permet d'avoir de plus en plus de public. Mais j'espère qu'effectivement, mais c'est un peu le cas, je pense, c'est que, voilà, on le voit, hein, de toute façon, plus il y a de crise, et puis il faut bien que ça profite à quelqu'un, bon, ça profite aux humoristes. Vous êtes vraiment les grands gagnants de tout ça? Non. Je ne savais pas. Bah franchement. Oui et non, mais après c'est ce que disait Charles aussi, c'est que aussi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui montent sur scène et qui racontent des choses. C'est aussi parce qu'on a malheureusement aussi pas mal de sujets à aborder, soit pour nous-mêmes, soit parce qu'il y a des sujets de société qui sont abordés qui sont finalement pas si drôles que ça. Alors, deuxième question. C'est la deuxième question. Merci. C'est la deuxième question parce qu'en vrai, pour moi, le stand-up, c'est un art d'opprimer. Moi, je me suis mis dans cette direction-là parce que, étant femme, arabe, handicapée, et comme Charlotte, j'ai pas fait exprès, j'ai jamais pu trop m'exprimer. On me coupait souvent la parole, ou alors c'était je suis trop sensible. J'ai beaucoup entendu cette phrase-là dans la société, je suis trop sensible. Et en fait, nous, nos textes, on l'écrit avec tout le rejet que la société a contre nous. Et si elle vous vexe, c'est vraiment pas pour ça, parce que on parle de nous à nous, en fait. C'est pas du tout de vous à vous, c'est vraiment nous d'extérioriser tout ce qu'on a subi et tout le rejet qu'on a eu de la société pour ma part. En sociologie, ce que tu viens de décrire, ça s'appelle le retournement de stigmate. On parlait tout à l'heure des populations stigmatisées ou des catégories ou des personnes stigmatisées. Le retournement de stigmate, c'est qu'en fait, les critiques qu'on t'adresse ou les clichés qui te sont adressés, en fait, tu les retournes et tu en fais une arme d'émancipation. Et c'est ça aussi. C'est notre exécutoire. Tout à fait. Scène, on crache. C'est un exécutoire. Tout ce qu'on a à cracher finalement. Et c'est vrai que je pense que le public ne s'en rend pas compte. Mais quand on monte pas sur scène, moi pour ma part, je réfléchis beaucoup à comment est accepté par rapport à ma différence.
comment en faire une force sans vexer personne. Mais forcément, après, là, sur 300, je suppose que tout le monde n'était pas d'accord avec les propos, mais moi, ça venait de mon âme et c'était vraiment ce que j'avais envie de vous faire passer comme message. Donc oui, il y a des sujets chocs et le stand-up, c'est fait aussi pour ça. C'est un art d'opprimer, on est là pour choquer, on est là pour créer la surprise. Mais en tout cas, oui, c'est pas facile de pas s'auto-censurer. Je sais que avec Nora, on a beaucoup cette discussion ces derniers temps parce qu'on travaille ensemble, on est amis. Et on était ensemble vendredi et justement on parlait des fameuses. Au bord de la piscine, je vous l'accorde. Mais on parlait des fameuses et je dis à Elsa, oh, j'ai vraiment envie de parler de mon vagin sec, mais d'y aller. Et Elsa, elle me dit, écoute Nono, je suis pas sûre que là, ça soit le bon endroit. Et c'est vrai qu'on se donne des tips. Et c'est ce que j'allais effectivement dire, c'est que c'est même moi, parfois j'ai du mal à ne pas m'auto-censurer, ou même parfois à dire, bah en fait, parce que si tu me poses la question, est-ce que tu as un doute? Si tu as un doute, est-ce que tu es vraiment sûr d'y aller? Et voilà, je dis, si tu y vas, faut que tu y ailles à fond. Faut que tu sois sûr à 100% et que tu l'assumes. Si tu y vas pas à fond, bah du coup, tu risques de perdre le public parce que tu seras pas à l'aise avec ça, etc. Et donc c'est vrai que c'est toujours hyper compliqué en même temps de pas se censurer, de se soutenir même parce que c'est important d'avoir des personnes avec qui interagir dans le stand-up, dans le métier, d'avoir des vrais amis, etc. qui ont une vraie bienveillance envers toi. Et en même temps, du coup, justement, de pas s'auto-censurer ou de pas censurer son ami, même parfois par bienveillance. Et ça, faut faire attention à ça. Mais effectivement, plus il y aura de public pour nous dire que c'est super, nous encourager les producteurs, encourager d'autres personnes, nous faire monter sur scène. Mais quand on écrit, on pense à ne pas vexer. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif, voilà, d'être méchant, de taquer. Et ça, je trouve vraiment, là, pour le coup, je vais être féministe à fond. Et je trouve que ça appartient beaucoup aux hommes. Moi, c'est beaucoup les hommes que je vois être méchants avec le public, tacler dans les interactions. Et nous, les femmes, on est encore, pour l'instant, correctes et bienveillantes là-dessus. On a trop subi. Merci beaucoup à toutes les quatre. Je suis obligée d'interrompre, hélas, cette conversation. Merci beaucoup d'être venus si nombreux et si nombreuses à cette soirée, cette deuxième édition de Culture Féministe. Le prochain rendez-vous sera en octobre. Prochain rendez-vous Culture Féministe. Abonnez-vous à notre newsletter et à nos réseaux sociaux pour en savoir plus, bien évidemment. Pour celles et ceux qui le souhaitent, dehors vous attendent quelques grignotages. Si vous en avez le besoin, n'hésitez pas. C'est même équipé d'une carte bleue, donc tout va bien. Merci beaucoup.